Est-ce que l'amour, c'est de la science? Parce que ça marche dans l'autre sens aussi. Est-ce que la science, c'est de l'amour? L'homo sapiens, sapiens qui veut dire sage, utilise ces technologies qui normalement devraient servir à créer un monde d'amour, de paix et vraiment de cohésion entre les êtres humains. Mais on utilise ces technologies aujourd'hui. C'est que depuis le 6 août 1945, l'humanité est entrée dans une phase et avec les avancées scientifiques, l'humanité est arrivée à ce point. Aujourd'hui, ce que nous sommes capables de faire, nous avons plus de 15 000 têtes d'armes nucléaires sur la Terre. Pour mesurer l'amour devient maintenant un élément de mesure. Ça va changer plein de choses en termes de révolution scientifique déjà dans notre manière de communiquer, dans notre manière de nous déplacer. On pourra fabriquer sûrement des appareils qui seront capables d'utiliser cette énergie gravitationnelle-là. Et cette histoire de graviton là, c'est complètement dingue. Franchement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vision Raélienne. Ça va être le dernier épisode déjà en terre camine, en Kama, en Afrique. Guillaume, Luna, bonsoir. Sniff. Bonsoir Xavier. Bonsoir Luna. Sniff. Ben ouais, c'est le dernier épisode. Pour ceux qui nous suivent, peut-être que pour certains d'entre vous c'est la première, mais cela fait quelques jours que nous sommes en Kama, en terre d'Afrique. Pourquoi? Parce que se passent actuellement les séminaires annuels du mouvement raélien, donc qui ont lieu en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Congo. Et nous avons profité, on a déplacé la vision raélienne pour faire quelques épisodes. Et puis on va clôturer cette vision raélienne avec un invité spécial, Kamonda. Kamonda, bienvenue. Merci Xavier. Bienvenue dans la vision raélienne. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Ah, moi aussi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Luna, c'était uniquement dans les vidéos. Et là, la voix en réel, c'est un réel plaisir en tout cas. Alors Kamonda, toi tu es guide prêtre ici en Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Tu es ingénieur en génie industriel. C'est bien ça. Oui. Bon, ben super. Et puis, pourquoi on t'a invité? Comme on le disait, c'est actuellement un séminaire du mouvement raélien qu'on appelle l'Happiness Academy, l'Académie du Bonheur. Et puis tu as fait un exposé sur la science, sur les avancées scientifiques, sur la mise en perspective de la science par rapport à l'humanité, aujourd'hui et demain, vraiment qui nous allumait. Hein, princesse Guillaume? Ah oui. Vraiment, ah oui, je te dépasse sur ma chaise. C'est vrai, non, vraiment. C'est génial. Ouais, tu nous as fait décoller. Ouais. C'était brillant. Alors du coup, on a voulu t'inviter. Ok. Et merci d'avoir répondu favorablement. Non, c'est un cette plaisir invitation. en tout cas. Bon. Ouais. Et pourquoi? Pour les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, hein, que tu nous donnes les grandes lignes de ce que tu as exposé lors de cet enseignement. Et puis on va parler également d'un autre sujet suite à des dernières déclarations de Raël sur les particules et les gravitons en particulier. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases, en quelques accents, quels ont été les grands points que tu as abordés? Ouais, en une phrase, ça va être en un mot. Ça risque d'être difficile en un mot. Est-ce que tu peux juste rien dire et puis on va te ressentir? Ah non. Parce que ça, c'est Là, il faut que je dise quelque chose quand même. Tu sais, juste une chose, avant de démarrer, parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, vous savez que la vision raélienne, on ne cesse de le répéter à travers les épisodes, hein, la vision raélienne est là pour spiritualiser la science et démystifier les religions. Mais on va donner un titre à cet épisode qui est vraiment particulier. Je voudrais que ceux qui nous écoutent, en fait, le donner direct en début d'épisode. Si tu es d'accord, on va intituler cette émission « Est-ce que l'amour, c'est de la science ?» Super, comme titre. Hein, ça te va? Est-ce que Super, l'amour, comme c'est de la science? Donc on va essayer de développer tout ça aujourd'hui. Alors, Est-ce que ça marche dans l'autre sens aussi? Est-ce que la science, c'est de l'amour. on verra. On verra. Alors, Kamanda, Oui, Xavier. raconte-nous. Effectivement, on est à l'Happiness Academy et on ne fait pas que parler de spiritualité, d'Elohim, créateur de l'humanité, on parle aussi de science. Et c'est dans cette optique-là que j'ai eu animé cet atelier sur la science. Et le thème qui m'avait été demandé sur lequel je devais échanger, c'était quel est l'avenir de l'humanité face au progrès scientifique et technologique. Et j'ai eu à aborder ce sujet-là en présentant d'abord ce que la science a eu à faire de très négatif sur Terre. Aujourd'hui, notre humanité dispose d'outils technologiques et scientifiques d'un niveau quand même acceptable
Mais, comme je le disais dans l'exposé, l'homo sapiens qui veut dire sage, utilise ces technologies qui normalement devraient servir à créer un monde d'amour, de paix et vraiment de cohésion entre tous les êtres humains. Mais on utilise ces technologies aujourd'hui pour vraiment une phase très négative. On utilise ces technologies-là pour faire le mal. Et l'usage le plus marquant de l'utilisation négative de la technologie fut le 6 août 1945, lors d'utilisation de la bombe atomique sur une population civile à Hiroshima et ensuite à Nagasaki. Et montrer que la science et la technologie, normalement, devaient être utilisées pour faire uniquement du bien, uniquement permettre aux populations de vivre en harmonie. Et nous, en tant que Raéliens, en tant que guides prêtres raéliens, notre mission aussi, notre devoir n'est pas que spirituel, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Et ça se fera aussi grâce à l'utilisation de façon plus rationnelle, plus intelligente de la science et de la technologie. Et après avoir montré que la science pouvait être utilisée de façon plus ou moins positive, nous avons aussi exploré aussi les technologies actuellement en cours sur Terre qui ont permis quand même d'améliorer le niveau de vie des populations, des technologies très simples aujourd'hui que la population embrasse, par exemple la lumière. On vivait avant dans l'obscurité totale. Aujourd'hui, on a l'électricité un peu partout, dans pratiquement toutes les capitales. Mais en Afrique, quand même, ça reste encore quelque chose à désirer. Donc aujourd'hui, le niveau technologique a permis quand même à l'humanité d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais il reste encore des efforts à faire. Il reste encore beaucoup d'efforts à faire parce que l'amour, qui devrait être le socle de la science aujourd'hui, ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est déplorable qu'une humanité comme la nôtre, qui possède un niveau technologique, scientifique très avancé aujourd'hui, ne puisse pas permettre à l'ensemble de sa population bénéficier de toutes ces avancées technologies-là. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en avant lors de notre exposé. Et puis après, maintenant, on est rentré maintenant dans la deuxième partie du sujet sur la révélation de Maitreya. Et juste avant de revenir sur cette révélation, c'est vrai que tu as abordé cette fameuse date, le 6 août 1945, qui compte dans l'histoire de l'humanité. Date où, on ne va pas dire grâce à la science, mais avec les avancées scientifiques, l'humanité est arrivée à ce point en fait où elle est capable de s'auto-détruire, quoi. C'est une date importante pour le mouvement raélien, pour la philosophie raélienne. Enfin, même pas pour la philosophie raélienne, pour l'humanité, Guillaume. Oui, c'est une date importante. Alors, c'est une date tellement importante que les Elohim ces êtres humains venus de notre planète qui ont créé la vie sur la Terre et qui sont à l'origine de toutes les religions, qui ont envoyé les prophètes et qui ont envoyé Maitreya Raël comme leur dernier messager, pour justement nous guider vers un avenir plus prospère grâce à la science avec conscience et surtout supraconscience. Et bien ces Elohim nous proposent de marquer notre calendrier non plus à partir non plus en référence aux dates indiquées par les religions du passé, mais à partir du 6 août 1945. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'an 1 de l'ère nouvelle. Voilà, le 6 août 1945. C'est quelque chose de fort. Je ne suis pas sûr que notre civilisation prenne la pleine mesure de ce qui s'est passé ce jour-là et de ce qui s'est passé avant. Comment les êtres humains ont rassemblé des génies, des talentueux comme Oppenheimer. On fait appel à un génie comme Einstein pour sa formule qui a été quand même capitale dans ce qui a permis de trouver en fait ce procédé qu'Amanda nous expliquera de façon plus précise tout à l'heure. Et de se mettre autant de cerveaux ensemble, autant de moyens, autant d'énergie pour tuer. C'est-à-dire prendre la science pour tuer, pour massacrer des innocents, mais même massacrer des coupables. Est-ce qu'on a le droit de massacrer qui que ce soit? Est-ce que la vie n'est pas sacrée? Nous sommes là, nous faisons nos malins avec nos armes de guerre, mais nous n'avons pas vraiment de pouvoir. Les Elohim ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de donner la vie. Nous n'avons que le pouvoir de donner la mort. Est-ce ça un pouvoir? C'est plutôt une catastrophe. Et donc du coup, c'est 6 août 1945 en particulier, l'an 1 de l'ère nouvelle. Nous sommes aujourd'hui en l'an 79 après Hiroshima. Et nous aimerions que l'humanité entière marque cette entrée dans l'ère de la science, parce que le 6 août a aussi démontré que la science, jusqu'à présent, qui était dans ses balbutiements, nous sommes capables de l'utiliser pour deux choses. Soit nous autoconstruire, en développant ce qu'on développe, qui va soulager les personnes avec la médecine, avec la diminution du travail, avec le loisir, ainsi de suite, ou soit de s'autodétruire avec ce qui s'est passé à Hiroshima, c'était un prémisse. Parce que c'était en 1945. Aujourd'hui, ce que nous sommes capables de faire, nous avons plus de 15 000 têtes d'armes nucléaires sur la Terre. On peut vitrifier plusieurs centaines de fois la planète et on est en paix, tranquille. Et on continue
à alimenter un conflit, par exemple, russe, pardon, parce que en disant oui, mais on est prêt à aller plus loin, sachant que l'OTAN a la bombe atomique, la Russie a la bombe atomique, donc il y en a un qui peut la lancer, mais s'il y en a un qui la lance, l'autre va rétorquer. Si les deux rétorquent, la Chine va suivre, et ainsi de suite. Et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et on sera content d'avoir raison sous forme de cendre. Est-ce que ça, c'est intelligent? Plutôt qu'à un moment donné de poser les armes, de dire ok, on se demande pardon, on s'écoute et on prend cette science pour construire. C'est ce que propose la philosophie raélienne, et c'est pour ça que Raël a été envoyé sur la Terre. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu la question de départ, quoi. Est-ce que l'amour c'est la science? Et comme tu disais, est-ce que la science c'est de l'amour? Les deux doivent aller. D'ailleurs, tu avais démarré ton exposé avec la chanson d'Alpha Blondy, hein. Oui. Science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. et l'âme. Mais pour revenir à, c'est vrai que cette date est importante. Elle est tellement, elle est symbolique, et en même temps, c'est que depuis le 6 août 45, l'humanité est entrée dans une phase. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est la première et la dernière fois, quoi. En fait, on est dans une période, en fait, comme tu disais, Guillaume, en fait, où on a tout pour se détruire. Et comme tu disais, Hiroshima, je l'ai vu là en regardant un documentaire sur Oppenheimer, c'est un grain de sable par rapport à la puissance de l'arsenal nucléaire qui existe aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. En fait, on est assis sur une bombe, quoi, une véritable bombe, quoi. Luna, quoi, ça t'évoque le quoi, tout ça? Ouais, ça m'évoque beaucoup de choses, mais en effet, nous vivons sur une mine qui est prête à exploser. On le sent, on le sait. Et pour autant, on sait aussi que ça peut s'arrêter. Et ça me fait penser qu'il y a quelques années, je crois que c'était il y a 8 ans, quand Raël avait reçu un message, ce qu'on appelle les Elohim Leaks, Oui. effectivement, où il était question il y a des bunkers, des gens qui se construisent des bunkers pour éventuellement se protéger en cas d'explosion nucléaire, de pouvoir survivre. Maintenant c'est su, mais il y a une dizaine d'années, on ne savait pas trop. Et de pouvoir ne pas donner de plan B à ces personnes-là. C'est à un moment donné, si on est tous sur le même navire, peut-être que les gens vont se poser des questions. Peut-être que les personnes qui ordonnent, qui auraient l'idée d'appuyer sur le bouton pour appuyer sur cette bombe atomique, savaient qu'ils n'avaient pas de plan B, comment ils réagiraient? Et je pense que c'est intéressant de se poser la question. Peut-être que ça pourrait être un commando, ce ne sera pas nous qui le ferons, mais que des gens aillent voir ces bunkers et puis les faire sauter, où il n'y a personne dedans, vous voyez, pour vraiment ne pas donner de plan B, parce que nous sommes sur le même vaisseau. Effectivement. Et donc, sur ce même vaisseau, et c'est là où c'est important, c'est de développer cette intelligence collective pour le bien de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes tous ensemble sur ce même vaisseau. Il est temps de trouver un terrain d'entente, un moyen que chacun vive dignement. Et la science, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ton exposé, parce que tu nous as montré le pire. Vraiment, j'étais émue même, le pire de la science. Et ensuite, tu nous as amené vers les solutions qui sont proposées par la science aussi, mais si on met l'amour et l'être humain au centre des préoccupations. Donc c'est cette métamorphose instantanée du couteau qui peut tuer le voisin ou faire un merveilleux repas. Et là, tu nous as vraiment montré une démonstration vraiment brillante de ça. C'est ça qui est beau, parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Et ce que je te propose, Kamanda, parlons de cette révélation que Raël a faite, hein, de cette annonce qu'il a faite, c'était au printemps dernier, hein, dans le domaine des particules et des gravitons. Oui. Raël, un dimanche par mois, hein, il vit à Okinawa, un dimanche par mois, en fait, il s'exprime. On retrouve ses allocutions sur raelacademy.org, hein, sur Internet. Et là, au printemps dernier, il fait une révélation d'ordre scientifique. Est-ce que tu peux nous l'exposer, nous la résumer, nous l'expliquer en quelques mots, parce que ça, c'est quelque chose qui va nous allumer et qui va éclairer ceux qui nous écoutent. Quelle révélation, hein. Ouais. Quelle révélation. C'est pas si l'humanité se rend compte, c'est que Maitreya a dit en janvier 2024. Je disais à Yaboni, à un guide prêtre, ça mérite un prix Nobel, franchement. Ouais. Parce que je vais situer un peu le contexte, hein, de ce que la science, du niveau scientifique aujourd'hui, sur ce domaine sur lequel Maitreya est intervenu. Il faut savoir que l'homme a toujours cherché à comprendre l'environnement dans lequel il se trouve. Donc on a démarré déjà par l'infiniment grand à travers les planètes, comprendre un peu comment les planètes fonctionnent, et ainsi de suite. Et avec les lois de Galilée, de Kepler, on a pu expliquer en gros comment les planètes tournent autour du Soleil, ainsi de suite.
Ça avait été appelé le principe de Galilée, vous vous rappelez, hein? On a vu son seconde scientifique, les principes de Galilée, ainsi de suite. Donc ça allait bien. Ces lois fonctionnent très bien pour expliquer un peu comment les planètes tournent autour des étoiles. Ça fonctionnait bien. Et puis après, on a découvert l'électricité, les lois de l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell. Donc on a pu comprendre un peu comment la lumière se propage, ainsi de suite, et tout marchait bien. On comprenait notre monde. Et puis ainsi de suite, on a progressé. On a commencé maintenant à chercher à comprendre maintenant comment l'infiniment petit fonctionne, les cellules, ainsi de suite. Donc on a trouvé qu'on était composé de molécules et ces molécules étaient composées aussi d'atomes. Tout allait bien. Et dans le mot atome, à l'origine, signifie quelque chose qui est indivisible parce qu'on pensait que l'élément, la particule élémentaire était l'atome. Et on a constaté aussi que dans l'atome, il avait encore des particules. Donc on a décrit ce qu'on appelle une troisième force, qu'on appelle l'interaction forte, qui expliquait qu'est-ce qui permettait d'assurer la cohésion de l'atome. Et puis après, on découvre une quatrième force, qui est l'interaction faible, qui permettait d'expliquer un peu comment les désintégrations atomiques se faisaient. Donc on avait 4 forces fondamentales qui permettaient d'expliquer tout ce qui se passait dans l'univers observable sur notre Terre. Et tout allait bien. Et les scientifiques ont commencé à se poser des questions. Quelle pourrait être la théorie qui puisse relier toutes ces forces-là? Parce qu'ils avaient la ferme conviction que ce qui s'est passé en haut devrait être identique à ce qui s'est passé aussi dans l'infiniment petit. Mais ils n'arrivaient pas à théoriser cela. Et Einstein m'a fait une hypothèse. Et cette hypothèse-là, en 1916, il a dit, bon, Galilée, avec les lois qu'il a décrites, effectivement, il a remis en cause un peu les lois de Galilée et il est venu avec un nouveau concept des ondes gravitationnelles. Et ça a emballé le monde scientifique. Et en 1916, quand Einstein avait fait cette déclaration il existe sûrement des ondes gravitationnelles, je vous épargne toute la théorie d'Einstein. Et c'est en 2016 que les scientifiques ont pu capter effectivement ces ondes gravitationnelles. 100 ans après. 100 ans après, voilà. On peut dire ça. Et jusqu'à présent, les scientifiques étaient en train de chercher une théorie universelle qui pouvait unifier l'ensemble de toutes ces 4 forces fondamentales qui permettent d'expliquer tout ce qu'on voit autour de nous. Et ils n'arrivaient pas. Et ça cherchait dans les laboratoires. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cassaient des particules. Ils partaient casser le noyau atomique pour observer un peu quelles sont les nouvelles particules qu'on découvre et ainsi de suite. La science a évolué à ce niveau. Et il y a des scientifiques qui ont émis l'hypothèse que la gravité comme force, la gravité pouvait être médiée aussi par des particules qu'on appelle des gravitons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'électromagnétisme, de l'interaction faible et de l'interaction forte, il y a des particules qu'on appelle des bosons qui permettent de médier les forces. Mais au niveau de l'infiniment grand, au niveau de la gravité, il n'y avait pas. Et les scientifiques ont parlé de gravitons. Il se pourrait qu'ils puissent avoir des particules appelées gravitons qui puissent expliquer pourquoi les planètes tournent autour des astres. Et là, Maitreya vient. Là, c'est pour ça que l'enseignement de Maitreya qui vient nous donner en janvier 2024 est au-dessus de ce que les scientifiques ont actuellement. Ouais. Parce que les scientifiques, le graviton, dans l'entendement des scientifiques, c'est le boson qui permet de médier les forces gravitationnelles. La cohésion. La cohésion, voilà, qui permettent d'assurer la cohésion au niveau de l'infiniment grand. Mais ils ne percutent pas que cette même force qui permet d'assurer la cohésion au niveau de l'infiniment grand, et cette même force qui permet aussi d'assurer la cohésion au niveau de l'infiniment petit. D'accord. Et c'est là que il vient donner une réponse aux scientifiques sur la théorie du tout temps recherché. Et en un mot, cette théorie du tout-là se résume en une seule phrase, l'amour. Parce qu'il nous dit dans sa vidéo que tout ce qui permet aux étoiles, aux planètes de se maintenir autour d'une étoile, c'est cette force gravitationnelle, l'amour, puisque l'amour c'est ça, c'est le fait qu'on soit reliés ensemble. Et ce sont ces particules gravitons-là qui assurent la cohésion de ces planètes-là autour de ce soleil-là. Et c'est aussi ces mêmes particules d'amour, ces gravitons aussi, qui assurent la cohésion au niveau. Et ça, la science, c'est pas ce que la science dit actuellement. Et c'est pour ça que c'est un prix Nobel, parce qu'en le disant, il permet d'unifier
toutes les théories, les 4 théories fondamentales qui expliquaient l'ensemble de notre univers, il permet avec cette révélation de février 2024, là, il permet de réunifier tout ça. Pour dire que tout ce qui, la cohésion ma main, cette cohésion, ma main, vous le voyez, ma main, elle est assurée par des particules, des gravitons qui permettent d'assurer cette cohésion-là. Et il en est de même pour l'infiniment grand. Et c'est pour ça que c'est une découverte de ouf. Et normalement, des scientifiques devraient remettre à jour les équations en prenant en compte ce champ gravitationnel-là dans toutes les interactions que je viens de citer. Ouais, ce que tu dis, Kamanda, c'est extraordinaire parce que en fait, il amène une révélation, mais si les scientifiques n'ont pas compris que ce sont les mêmes forces dans l'espace que dans les particules élémentaires, c'est parce qu'ils n'ont pas une autre révélation que Maître Yaraël avait déjà amené 50 ans, depuis 50 ans, hein, avec 50 ans d'avance, où il explique que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont constitués de la même façon, sous forme, par exemple, on pourrait presque dire de fractal, où tout est dans tout, et où la configuration des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies, est la même que celle des particules des atomes. Ce qui veut dire que c'est la force qui permet à ces astres de circuler de façon harmonieuse est forcément la même que celle qui permet à l'infiniment petit qui est en nous et qui est en fait des mini-astres de circuler de façon harmonieuse. Donc forcément, les gravitons viennent expliquer tout ça puisque tout est en tout et on trouve cette cohésion. Et c'est incroyable parce qu'on comprend pourquoi Yahweh, le représentant de cette civilisation extraterrestre qui a rencontré Maître Yaraël en 1973, lui a dit lors du second contact, ce symbole qui représente ce que je viens d'expliquer, contient toute la sagesse du monde. En fait, la clé est là-dedans, puisqu'on comprend donc que la clé c'est l'amour, et on comprend pourquoi il est là, pourquoi son message est un message si important au niveau de l'amour, et pourquoi tous les messages de tous les prophètes qui l'ont précédé étaient axés sur l'amour. Et c'est la première fois qu'on peut le comprendre. On avait commencé à le percevoir, et là, avec l'avancée de la science et cette révélation, là, on passe encore un cran. C'est un peu ça, non? C'est bien ça, c'est bien ça. On passe vraiment à un autre niveau. Et là, maintenant, on spiritualise vraiment la science. On comprend maintenant que l'amour n'est plus un concept spirituel uniquement détenu par les religieux, mais c'est un concept scientifique. Un concept scientifique parce que l'amour, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit liés, toi et moi. Le fait qu'on fasse un. Le fait que je puisse donner de l'amour à un frère, à un inconnu. Ce sont ces gravitons-là. Donc chaque être humain, demain, avec cette révélation, on pourra mesurer dans le futur le taux de graviton de quelqu'un. Ce sera mesurable. On pourra mesurer, l'amour devient maintenant un élément de mesure. On pourra mesurer chez un individu le taux de graviton qu'il est capable d'émettre. Et c'est formidable parce que cette révélation unifie vraiment depuis longtemps, parce que la science essaie plus ou moins, comme j'ai dit, d'unifier, de comprendre, de chercher une théorie du tout. Et avec la révélation de février, et il a dit lui-même dans la révélation, il dit c'est pratiquement une des révélations la plus importante que je vais faire. On a la théorie du tout. Et cette théorie du tout là, c'est l'amour. Et c'est tellement, on a tellement cherché dans des équations terribles, hein? Et on se rend compte que la réponse, elle est toute simple. Elle est toute simple que l'amour. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que quand on t'écoute, c'est la question. Pour ceux qui nous écoutent, hein, et merci de vraiment cette capacité de vulgarisation, quoi, et d'expliquer simplement des choses qui peuvent paraître complexes. Par rapport à ces gravitons, c'est un peu la question qui se pose, quoi. Qu'est-ce que cela va changer? C'est ce que tu expliques un peu. Et si les scientifiques prenaient acte de cela aujourd'hui, là, dans les années qui viennent, comment on pourrait l'exploiter? Enfin, comment ça pourrait... Quelle révolution ça apporterait à l'humanité? Ok. Déjà, une première révolution, déjà avec le téléphone, je prends l'exemple des ondes électromagnétiques. Ouais. Avec les ondes électromagnétiques, aujourd'hui, avec le téléphone, nous sommes capables de communiquer à des longues distances avec les ondes électromagnétiques. Mais avec les gravitons, une fois que c'est théorisé de façon scientifique et qu'on a pu mettre ça sur des équations mathématiques, on aurait une énergie gravitationnelle apportée. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, on comprend. Si les gravitons sont vraiment théorisés et on a pu comprendre, on aurait une énergie abondante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut comprendre comment les soucoupes volant décrites n'ont ni un élément propulseur, n'ont pas de réserve de carburant, parce qu'ils sont capables d'utiliser cette énergie
gravitationnelle qui est abondante, que ce soit dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Donc déjà, en termes d'énergie, on peut avoir de l'énergie gravitationnelle. On peut avoir un système de communication qu'on peut appeler système de communication gravitationnel, parce qu'aujourd'hui, avec la découverte des ondes électromagnétiques, on a pu développer une communication via les téléphones. Dans le futur, peut-être, ça encore on ne le sait pas, peut-être que la télépathie utilise comme support parce qu'il faut un support, le support de communication peut être ces particules gravitationnelles. Donc ça va changer plein de choses. Ça va changer plein de choses en termes de révolution scientifique déjà dans notre manière de communiquer, dans notre manière de nous déplacer. On pourra fabriquer sûrement des appareils qui seront capables d'utiliser cette énergie gravitationnelle-là et se déplacer sans toutefois aller ces guerres de pétrole en un point fini. On aura une énergie abondante. C'est une énergie abondante infinie. Infinie. Parce que partout. Parce que partout. D'accord. Et ça change. Ça change beaucoup de choses. Voilà. Luna Oui. et l'amour, quoi. Et L'amour, la science, quoi. C'est merveilleux. Ouais. Et ce qui est fort, c'est que je me souviens des premiers stages, effectivement, où Raël nous disait, on ne sait pas encore, mais l'amour sera mesurable. Il nous disait ça dès les premiers stages en disant, on pourra calculer combien d'amour une personne est capable de dégager. Donc cette force de cohésion en quelque sorte. Donc ça c'est un point, et c'était pas juste des mots, c'était une réalité physique que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Et il disait également une chose qui m'avait touchée, c'est qu'il faut s'entraîner à être capable de supporter aussi une dose d'amour importante, physique. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un entraînement possible. Et là, notre entraînement, par exemple, la méditation, savoir recevoir à tous les points de vue. Et nous avons expérimenté une fois une situation où effectivement, nous étions à un contact, on appelle ça le contact télépathique du dimanche matin, où Raël, tous les dimanches matins à 11h, sur le même fuseau horaire, les Raéliens émettent des ondes télépathiques vers ces créatures qui nous ont créés, donc ces humains, et se mettent dans une disposition pour recevoir ce que eux nous envoient, une forme de réceptivité. Et je me souviens d'un contact particulier où tout le monde était écroulé. C'est arrivé une seule fois, moi ça fait très longtemps que je suis raélienne, une seule fois où il dit là, ils sont vraiment là, ressentés. Et on a ressenti une charge d'amour, mais quelque chose, ça paraît un peu mystique comme ça. Mais j'allais dire, on peut le démystifier. On peut le démystifier parce que là, finalement, c'est que si on est capable de percevoir ça et de s'entraîner à percevoir ces échanges, cette puissance, c'est ce qui s'est produit, c'est du physique, ce ne sont pas des mots. Et donc quand on parle d'amour, quand on parle de sentiments amoureux, et là je ne parle pas d'hormones, je parle à un niveau plus élevé, il se passe quelque chose où ça nous fait du bien quand on pense à quelqu'un. La prière, ça veut dire que tous les enseignements ancestraux de la prière, par exemple, d'avoir des pensées bienfaisantes pour quelqu'un, maintenant on commence à comprendre comment ça marche. Ce n'est pas mystique. Ça veut dire que c'est une réalité. Quand on pense du bien pour quelqu'un, quand on lui envoie du bien, la personne le perçoit. Et ce n'est pas mystique, c'est une réalité physique que nous pouvons expliquer. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on allait pouvoir revisiter toute notre histoire humaine sans le mysticisme et en pouvant aussi cultiver ces outils en sachant comment ça marche. Et nous sommes vraiment à cette époque-là où on peut comprendre le passé avec ce moment présent et puis penser au futur, comment on va pouvoir utiliser ces énergies pour le bien de tous. Mais tu vois, Kamanda, Raël a fait cette révélation. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui l'ont relayé aujourd'hui là as-tu connaissance d'endroits dans le monde où cette théorie est révélée, est appliquée, est développée? Déjà, il y a des prémices déjà de convergence entre la science moderne et ce que Maitreya a dit. Comme je disais, là, le thème graviton, c'est un thème déjà qui est employé par la science. Ouais. Donc la science, normalement, connaît le thème graviton. Et comme je le disais, c'était le boson qui permettait d'expliquer un peu les interactions au niveau de la gravité. Ça, on comprenait ça. Maintenant, ce qu'il a dit en février 2024, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Moi, je me suis amusé un jeu sur Internet pour essayer de voir un peu quelles sont les tendances. Aujourd'hui, les scientifiques sont beaucoup focalisés
sur la découverte du boson de Higgs, parce que vous avez déjà entendu, du boson de Higgs qui a fait vraiment feu dans la sphère scientifique, parce que c'était une dernière trouvaille, mais je pense que l'enseignement de Maitreya est encore un cran un peu plus loin. Et là, ma vision telle que je perçois cette révélation de Maitreya, nos scientifiques aujourd'hui, pour comprendre les gravitons, pour comprendre un peu ce que Maitreya est en train de donner, utilisent ce qu'on appelle des collisionneurs de particules. Et je crois que la Suisse dispose du plus grand collisionneur, le LHC en Suisse, et ils sont obligés de casser la matière. Ils cassent pour découvrir de nouvelles particules. Et si vous vous rappelez, Maitreya nous avait mis en garde vis-à-vis de ça, pour dire attention, vous jouez un jeu très dangereux. Et je pense qu'avec cette révélation-là, on devrait arrêter de casser quand même, parce que je pense qu'il nous donne un raccourci quand même. Voilà, arrêtez de casser, ce que vous cherchez là, je vous le... C'est là, quoi. C'est là. C'est marrant parce que quand tu parles de ces collisionneurs, le fait de casser, on a tous vu dernièrement le film Oppenheimer qui raconte l'histoire de la bombe de la bombe nucléaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu aussi les mêmes craintes. On découvre quelque chose de nouveau, et c'est très bien retranscrit dans le film, où on se demandait le déclenchement de cette explosion nucléaire, à quel moment elle va s'arrêter, quoi. Certains scientifiques pensaient que c'était infini, quoi. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, il y a des craintes, quoi. C'est bien ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent. Aujourd'hui, la science manipule des sujets. C'est pour ça que nous, Raéliens, nous ne sommes pas là seulement pour l'éveil spirituel de l'humanité, mais nous sommes aussi des gardiens. Ouais. Parce que, Guillaume l'a dit tout à l'heure, on a monté notre horrible visage le 6 août 1945. Et nous, Raéliens, nous sommes là comme des gardiens. Pour dire attention, vous disposez aujourd'hui de technologie, de science. Il faut écouter le Maitreya. Il faut écouter le dernier des messagers. Sinon, Homo sapiens, comme je l'ai dit, là, ce sera vraiment Homo stupidis. Hein? Ouais, Homo stupidis. Parce qu'on est capable d'utiliser ces technologies normalement qui sont capables de révolutionner notre humanité, mais à des choses où on ne maîtrise pas l'ampleur. Et là, ils sont en train de construire. Je ne sais pas si Maitreya est vraiment un télépathe, parce qu'il a fait la publication en février 2024, et là, ils sont en train de construire un autre collisionneur de particules encore plus puissant pour casser encore la matière au niveau de l'infiniment petit. Et ils ont fait la déclaration dans le mois de janvier, je crois. C'est-à-dire en janvier 2024, les scientifiques annoncent la création d'un autre collisionneur de particules. On a vu ça, 90 km de long qui va casser encore plus de particules pour comprendre la matière. Et février, je ne sais pas si c'est un hasard, mais février 2024, le mois qui suit, il fait cette révélation. Donc je pense qu'on gagnerait les scientifiques. Il n'y a vraiment pas d'hasard. Je pense qu'on est vraiment dans un timing. Les scientifiques gagneraient quand même à écouter celui qui est Maitreya. Et c'est ça qui est fou, parce qu'à travers la vision raélienne, on développe tellement de sujets, mais on se rend compte que Raël, celui qu'on appelle Maitreya, que Maitreya Raël en fait est non seulement sur le terrain de la philosophie, non seulement sur tellement de terrains, mais celui de la science. Et il y a des mises en garde, et c'est sûrement ça qui gêne aussi, on va dire, les pouvoirs en place, les systèmes en place, qui vont être totalement bouleversés par ces découvertes qui arrivent et puis ces révélations. Parce que Raël est vraiment un démystificateur et vient apporter des éléments nouveaux, quoi. C'est le rôle d'un prophète dans toute la démystification du terme, quoi. Celui qui annonce quelque chose de par cette civilisation de 25 000 ans en avance. Ce qui est fou, souvent on peut être pris pour des gogos ou autre, quoi, mais quand on creuse, il y a tellement d'éléments et qui viennent forcément interpeller, je ne vais pas dire déranger, mais surtout interpeller, quoi. Ouais, Luna, Oui, je rajoute, effectivement, là, ça me fait penser à une chose, c'est qu'un prophète est là aussi pour faire des prophéties, en quelque sorte. C'est quand même son rôle. Et nous qui sommes pro-science, les Raéliens, si Raël nous met en garde sur quelque chose, c'est qu'il a ses raisons. Alors qu'on pourrait dire on est pour la science à tout va. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'il nous a mis en garde sur les collisionneurs en particulier, mais également sur le vaccin génétique, par exemple, sur le vaccin ARN. Ça veut dire qu'on est pro-science, oui, mais il y a des garde-fous. Et là, on a un garde-fou qui est très puissant, qui est quand même... qui nous donne les raisons aussi pour lesquelles il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, parce que nous mettons en péril tout un équilibre. Tout un équilibre. Je vais dire quelque chose, en fait, ce qui est extraordinaire. On se rend compte à quel point il est le prophète et à quel point, enfin nous on le savait déjà, mais bon, pour ceux qui nous écoutent,
À quel point, en fait, seul le dernier des prophètes pouvait amener ça. Parce que le seul leader spirituel qui amène une explication de l'origine de la vie, qui rejoint les réalités scientifiques d'aujourd'hui, comme le graviton, c'est lui. Et on n'est plus dans ces trucs spirituels où on ne comprend pas. En fait, là, on saisit, on comprend, et mieux que ça, on le perçoit directement par une espèce de ressenti qu'on appelle la supraconscience. Je m'explique. Donc, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'on a été créé scientifiquement. Donc, nous sommes une machine biologique. En réalité. Et donc, si c'est gravitant, c'est créer la cohésion de tous nos atomes qui eux-mêmes ont créé une cohésion dans de molécules, de cellules et de tout ce qui nous compose, et donc de l'air, de tout ce qui interagit, de tout ce qui est autour de nous. Nous sommes un. Depuis longtemps, il n'arrête pas de le dire, nous sommes un. Et donc, il a été mis quelque chose en nous parce qu'en fait, on a besoin, on le découvre scientifiquement maintenant, on va commencer à le découvrir. Ça, c'est une phase. Mais on a besoin, pour bien vivre avec, puisque c'est ce qu'on est et c'est ce qu'elle a vu, on a besoin de le capter pour vivre avec. Et donc, on le sent, tout le monde sent l'amour, tout le monde a déjà ressenti des sensations extraordinaires. On est attiré par de l'amour hormonal qui est là pour la survie de l'espèce, mais on a ressenti de l'amour spirituel pour quelqu'un, pour des animaux, pour d'autres choses, où on sent qu'il y a quelque chose quand on se met tout proche, ou quand même loin, il y a une sensation tellement agréable, comme si tout se mettait à vibrer à l'unisson. C'est-à-dire que d'un coup, il se passe quelque chose au niveau de ces gravitons, où ils arrivent peut-être au fonctionnement optimum de ce qu'ils doivent faire. Et là, on le ressent et ça nous régénère. Et des fois, les gens ont prié pour guérir les malades, comme si ce qui va créer la cohésion, en envoyant une hypothèse, en envoyant une force de graviton, va remettre en place, va régénérer. C'est la même chose. C'est donc en fait, on commence à comprendre cette cohésion. Et il y a quelque chose qui a été mis en nous pour le percevoir, qu'on appelle la supraconscience, et qui nous enseigne, et qui fait qu'en ralentissant le corps, en ralentissant le cerveau, en se mettant dans un état de méditation, on va pouvoir capter cette énergie qui est partout, ce qui est. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle qu'il y a tout est illusion, sauf l'infini et l'amour. Les gravitants qui sont vraiment peut-être le ciment des briques de l'infini. Voilà. Et donc, là, on perçoit que cette méta-méditation avec la supraconscience, on va renforcer le ciment de toutes les briques. Et nous-mêmes qui sommes une brique, s'assembler en fait dans le grand mur d'amour qui est l'univers infini. Et se relier même aux autres civilisations qui pratiquent la même méditation. Et là, effectivement, on comprend pourquoi il nous dit qu'en méditant, on est au même niveau qu'eux. Et on comprend tellement de choses, et on comprend quelque chose de fondamental, c'est que dans un monde futur, le paradisme, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail. Quel va être l'indice de valeur humaine? Ça ne sera pas la richesse, ça sera la capacité à générer de l'amour, à générer ce qui crée le ciment des briques de tout ce qui constitue l'infini, c'est-à-dire l'amour. Et donc on comprend que quand on parle de géniocratie, un génie, ce n'est pas le génie fou, savant dans son laboratoire qui pense, puisque comme il explique maintenant, il nous donne un peu plus d'informations là-dessus en disant vous êtes de toute façon intelligent, la meilleure façon d'être c'est de ne pas penser. Et donc d'utiliser la supraconscience pour ressentir l'infini. Et donc ces personnes capables le plus, donc les génies de la supraconscience, qui finissent par diriger le monde et amener encore plus de cet amour dans le monde. Et lorsqu'on fonctionne avec ça et qu'on découvre la création de la vie, qu'on découvre tout ça, ça veut dire qu'on comprend pourquoi il nous dit que la création de la vie, c'est un acte d'amour. C'est pas un acte scientifique pur, dur, barbare, un acte d'amour. On découvre le secret de l'amour et on utilise cette force pour recréer de l'amour et on met tout en place pour que ces petites consciences puissent développer la supraconscience à leur rythme, parce qu'il faut un rythme à toute chose pour grandir, pour un jour aussi capable d'être baigné d'amour, de découvrir ceci, se mettre en harmonie avec l'infini grâce à la supraconscience, développer la religion ultime qui est la religion de l'infini, avec aussi comme religion la science, ils le disent, et c'est la science qui permet ça, et à son tour aller devenir dans ce qu'on appelle des Elohim et reproduire ce processus d'aller créer la vie ailleurs, qui n'est pas seulement d'assembler la matière pour en faire quelque chose qui se meut, mais de rassembler l'amour, les particules à travers l'amour, pour créer une humanité tout est beauté, harmonie, comme il le chante, la vie est harmonie, et pour qu'en fait on puisse faire perdurer cette harmonie dans l'univers. Et là on a une perspective de ce message, une perspective de la vie sur Terre et de tout ça, qui est extraordinaire. On comprend, on saisit, on le comprend ce qu'on vit, mais encore plus que ça, si on revoit tout ça, qu'on ferme les yeux, qu'on le ressent en état de méditation, là on perçoit en une fraction de seconde l'univers, et donc on est. Tout simplement, et c'est ça son enseignement. Mais Guillaume, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que les personnes qui nous écoutent en t'écoutant, leur ressenti, et c'est vrai, tu parles de supraconscience, de mise en harmonie.
en évoquant ce sujet, on l'est quoi. Ah, on est vraiment en méditation quoi. Ah. Merci Guillaume hein, pour cette mise en perspective. Tout y est quoi. On pourrait presque finir l'ensemble de nos visions raéliennes, mais l'ensemble, hein, pas que cet épisode là-dessus. Tellement c'est, non mais c'est vrai. Tellement c'est. Je vote. C'est fort comme concept et j'espère que ceux qui nous écoutent le ressentent et que cela inspire. Mais on va te laisser le mot de la conclusion quand même. Tu es notre invité spécial, Amanda. Oui. Si tu avais donc du coup par rapport à ces révélations, quel est ton, qu'est-ce qui va se passer là, ces prochains mois, ces prochaines années, quel est ton message? Moi, je pense que l'humanité est un carrefour quand même. Ouais. Nous sommes vraiment un carrefour. Et il faut qu'on prenne bien conscience de ça. Et quel choix allons-nous faire hein? Et puis de comprendre qui est avec nous. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On est un carrefour. On est un carrefour. Et de comprendre qui est avec nous. Parce que face à un choix, il faut avoir des éléments pour pouvoir mieux choisir. Ouais. Et je pense que l'humanité gagnerait quand même à écouter un tant soit peu Maitreya. Quelles que soient nos opinions sur lui, sur le message philosophique, on peut ne pas être d'accord, mais écoutez quand même les conseils qu'il a donnés. Parce que n'oublions pas, comme Lona l'a dit, 6 août 45 est encore là. Et là, on n'est pas dans la théorie, hein. On est vraiment dans quelque chose de... C'est là. Guillaume a parlé d'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'on gagnerait quand même, surtout aux scientifiques, d'écouter. Rien que ça. C'est vraiment mon mot de fin. Écoutons-le. Et c'est ce que tu fais à travers ton engagement, à travers la philosophie, j'imagine. C'est bien ça. Ouais, tes productions, tes diffusions. Et... Écoute, c'était un vrai plaisir. Hein. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Surtout que c'est un sujet vraiment important, quoi. Enfin, vraiment plus qu'important, quoi. Merci beaucoup, Kamanda. Merci à vous. Merci, Kamanda. Tu clôtures avec nous, là, ce soir, cette série d'épisodes qu'on a fait ici en Kama. On va quitter la terre africaine, mais quelque part, on est toujours sur la même planète. Hein. Donc, cette terre, qu'elle soit ici, qu'elle soit en Europe, en Amérique ou au Japon, c'est la même terre. Là, on fait ces émissions non loin de l'océan, on a la mer juste à côté. Ceux qui nous écoutent, vous entendez peut-être les vagues au loin. Mais c'est Raël, hein, dans un dernier enseignement, hein, qui nous disait, quand vous vous baignez, en fait, souvent l'être humain veut toujours diviser les choses. Mais en fait, quand vous vous baignez dans l'océan, vous êtes un avec la planète, quoi. C'est pas l'océan Pacifique, ni l'océan Atlantique ou autre, quoi. On est sur la Terre, quoi. Donc, qu'on soit en Kama, en Afrique, en Europe ou autre, on est sur la planète Terre et on est un, quoi. Ouais. Et cette histoire de graviton, là, c'est complètement dingue. Hein. Franchement. Ça mérite un prix Nobel, ça, franchement. Il unifie tout. Ouais. Merci les amis. Merci. Et à très bientôt. On va retrouver très vite Brigitte. Oui, qui nous a Brigitte, manqué là, un petit ces clin 4 d'œil. derniers épisodes. Un petit clin d'œil à Brigitte. Ouais, coucou Brigitte. Et puis à très bientôt pour de On a nouvelles une pays aventures. blonde avec des lunettes, c'est du fait bruit. Ouais, c'est ça. À très bientôt les amis, hein, pour de nouvelles bientôt. aventures, de nouveaux voyages. Merci.